Eh bien bonjour, aujourd'hui pour cette nouvelle séance de guidage. Donc toujours 7 parts, nous sommes dans le 4e chapitre, là on arrive à la page 90. Un chapitre qui parle de la réincarnation principalement. Et dans lequel justement les derniers paragraphes 7 nous indiquaient il y avait des communications entre les différentes vies, et notamment avec notre moi interne, notre grand moi. Et que le but, c'était juste là, voilà, le début du paragraphe sur lequel on s'était arrêté la dernière fois. Le but de chacune de nos vies, finalement, était à disposition. Cette connaissance était, dit-il, juste sous la surface du moi conscient, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le subconscient, ce qui est prêt à émerger. Donc on voit que c'est pas forcément très loin normalement, et donc pourquoi est-ce qu'on n'y a pas accès au quotidien? Parce que on a nos croyances, on a nos limites, on a nos blocages, mais en tout cas, et c'était là-dessus qu'on avait terminé la dernière fois, il disait il y avait plein de petits signes qui montrent qu'il y a des transferts d'informations en permanence. Donc on va continuer avec cette nouvelle information qui dit vous pouvez accéder, donc c'est Seth là qui parle, vous pouvez accéder à toute la connaissance de votre personnalité multidimensionnelle. Et toute a été soulignée. Et c'est justement là où c'est intriguant, parce que dans notre quotidien, on n'a pas du tout volontairement, consciemment accès à d'autres informations. Et là, je reviens sur ce sur quoi Seth insiste beaucoup. Il nous dit en permanence, mais vous êtes trop focalisé sur votre vie quotidienne. Vous êtes trop focalisé sur ce rôle dans cette vie-là que vous êtes en train de jouer. Et vous prenez d'ailleurs pour vrai que vous êtes cette personne-là. Que ça, uniquement que ça. Et à partir du moment où on croit quelque chose, ça se manifeste de manière beaucoup plus tangible, beaucoup plus réelle, beaucoup plus concrète. C'est ça qui devient notre réalité. Autrement dit, ce que l'on peut percevoir du monde, de la réalité, est extrêmement limité parce que l'on en pense, parce que l'on en croit. Ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Seth, depuis le début du livre, nous répète régulièrement, vous créez votre réalité. Et il va parler, je sais plus si on a déjà vu à ce moment-là, mais la notion de croyance limitante. Limitante, c'est pas péjoratif, c'est juste de dire que nous avons des croyances, nous avons des choses sur lesquelles des règles quelque part. Nous pensons sur ces choses-là, nous pensons que ça fonctionne comme ça, d'après ce que nous avons observé, d'après ce que nous avons lu, d'après ce qu'on nous dit, d'après plein de raisons. Donc c'est là la culture, l'éducation. Et donc on nous apprend des choses et du coup ça devient des règles dans notre fonctionnement. C'est pour ça qu'il utilise le mot de croyance, parce qu'il y a en permanence un peu ce petit décalage de se dire ce n'est qu'un point de vue. Et je trouve très intéressant de voyager, de discuter avec d'autres personnes, notamment des gens qui viennent d'autres cultures, notamment de discuter avec des gens qui n'ont pas le même avis au départ, parce que justement, là on prend conscience que toute connaissance est subjective. Et c'est aussi Seth le dit depuis le début du livre. Il a dit, je vais vous redire dans ce livre-là ce qu'on vous a déjà dit depuis des siècles ou des millénaires, je ne sais plus, depuis très longtemps en tout cas. Je vous le répète sous une autre forme, et ce que je dis, c'est subjectif. Ce n'est qu'une partie de ce que moi je comprends de la réalité. Il n'a jamais dit, à aucun moment, et là aussi ça me semble quelque chose de fondamental dans la lecture des livres de Seth, lui il dit, c'est mon point de vue. Je vous dis pas la vérité sur le monde, je vous dis moi tel que je l'ai compris avec mon recul, puisque j'ai accès à toutes mes vies.
parce que j'ai accès à une autre manière d'appréhender la réalité. Je ne suis plus focalisé sur la réalité physique. J'ai donc accès à beaucoup d'autres éléments, et de ce point de vue-là, je vous donne des informations sur qui vous êtes fondamentalement, et ce que vous en percevez aujourd'hui. Et on est donc tous, à notre niveau, bloqués, limités, c'est ce terme-là, encore une fois, qui n'est pas péjoratif, c'est nos limites de compréhension. Nous sommes limités par des choses sur lesquelles nous basons notre vie, des référentiels, des règles, voilà, la vie est comme ça. Donc les gens, moi des fois quand j'entends quelqu'un dire la vie est dure, ou c'est comme ça la vie, ça veut dire qu'effectivement dans leur fonctionnement, leur croyance de base, oui, ils considèrent que la vie est dure. Et du coup, à chaque fois qu'ils vont vivre quelque chose, le cerveau va essayer de montrer qu'il a raison et de valider cette règle. Donc s'ils vivent quelque chose de bien, en général, ils vont se dire c'est passager, c'est du hasard, ça dure pas. Toujours quelque chose, une règle qui se rajoute qui dit, pour confirmer que la vie est dure, si jamais il y a un moment donné un peu facile, ça va pas durer. C'est un petit coup de soleil avant la pluie, une louche de merde chaque jour, ou je sais pas, il y a toujours quelque chose, donc ils attendent, ils créent tout de suite déjà la suite de leurs problèmes. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas exactement comme ils voudraient, je le savais, c'est comme ça, ça pouvait pas durer, c'était trop beau. Et du coup, ça confirme cette règle-là. Donc cette notion de croyance limitante, on y reviendra aussi plus en détail, il me semble, oui, que c'était un peu plus tard dans le livre. Je m'excuse, mais à force de lire effectivement un peu dans le désordre les livres de Seth, de recroiser, ça m'apporte des éléments de lecture, de compréhension, donc ça me permet sur certaines phrases de Seth là, dans ce chapitre là, à ce moment-là, de savoir un peu vers où il va, vers où il nous emmène, et donc de vous commencer à donner des éléments. Mais des fois, je ne sais plus exactement effectivement ce qu'on a déjà vu ensemble dans les guidages et ce qui reste à voir dans la multitude d'informations qui reste à voir. Mais en tout cas, cette notion de croyance limitante, elle est vraiment fondamentale, et donc c'est à chacun de voir dans sa vie comment est-ce que je perçois la vie, comment est-ce que je perçois mon quotidien, comment est-ce que je perçois la relation aux autres, comment est-ce que je perçois la relation à l'argent, comment est-ce que je perçois la relation à Dieu, à un autre, à quelque chose de plus grand, si j'ai une relation particulière, comment ma relation au travail, ma relation, voilà, tous les petits points qui font que ma vie est ma vie. Est-ce que globalement je me dis waouh, c'est une super vie, ou est-ce que je me dis globalement c'est compliqué, c'est dur, la vie, on est là pour souffrir, et puis il y a des petits moments de bonheur. Comment je vis ça? Et ça, c'est important. Parce que là, il parle pas d'autre chose. Si on est persuadé que nous ne sommes que ce rôle-là, que cette vie-là, et ça disait dans le début du livre, effectivement, ça veut dire que vous êtes persuadé que bientôt vous allez mourir, on ne sait pas quand, ça peut être plusieurs dizaines d'années, mais c'est pas grave. Vous savez qu'il y a une fin. Donc, de se dire qu'il y a vraiment une fin, ça enlève la raison de la vie, quelque part. Ou alors ça vous crée une angoisse, une peur. Bientôt, plus tard, je ne sais pas quand, ma vie va s'arrêter et je vais tout perdre. Tout va disparaître. Tout ce que j'étais, à jamais, va tomber dans le néant. Voilà. Et effectivement, à part si on est religieux, si on s'attache à une religion particulière, à un courant spirituel particulier, et dans la vie de ce qu'on observe tous les jours, et d'ailleurs là aussi on parle de croyance, bien sûr. Avoir la foi, c'est une croyance. Je crois que. Mais en fait, tout ce qu'on vit tous les jours, si je crois que
je vais prendre la voiture, je vais aller dans tel quartier, je vais me garer, et je suis persuadé que je vais jamais trouver de place, c'est plus compliqué de voir une place. Même quand je vois la place, il y a quelque chose dans mon mental qui fait que, ah bah non, elle est trop petite, ah bah non, non, il y a quelqu'un qui va me la prendre, ah bah... Et juste de se dire, voilà, je vais quelque part, et je me vois déjà arriver dans l'endroit, et me garer à côté de l'endroit où je veux aller, et ça va bien se passer. Vous voyez, c'est pour ça que les croyances, c'est à tous les niveaux, tout le temps. Et de s'imaginer tout de suite, voilà, ça va bien se passer. Je vais prendre la route, il n'y a pas de bouchon. Je vais aller à tel endroit, mais ça va bien se passer. Je vais passer un oral, et je vais être détendu, et tout va bien se passer. D'imaginer tout de suite, en a priori, que tout ce qu'on met en place dans la vie se passe bien, ça va être comme je veux que ça se passe, ça aide beaucoup. Enfin moi, nous on s'entraîne maintenant dans la famille, voilà, quand on va quelque part, tiens, on visualise la place de parking est libre avant d'y aller, et voilà, c'est avant de partir, on se dit, voilà, la route va être dégagée, et on sent cette émotion de la vie avec la route qui est dégagée, et on va se garer, voilà, on demande à avoir une belle place de parking, et on est déjà dans cet état-là, au lieu d'angoisser, en a priori, en disant « Ah, mais on va jamais trouver de place ». Vous voyez que ça crée tout de suite, dès le début, en a priori, une émotion complètement différente. On est dans ces croyances-là. Je vous donne d'autres exemples de ce que ça représente au quotidien. Donc, si on est persuadé que notre vie se limite à qui on est, qu'il n'existe rien d'autre, et les sciences dures étant sur des éléments palpables, reproductibles, et donc n'étant pas dans la biologie. Moi j'ai travaillé dans les sciences plus molles, moi j'étais plutôt dans la biologie, donc on sait par définition dans la biologie que ça se passe jamais exactement comme c'est prévu, parce que chaque individu est différent. Les médecins ils savent bien, enfin, on peut pas traiter chaque patient de la même manière, même s'il a le même symptôme. Chacun est unique, va réagir de manière différente à juste une imprégnation mentale, une indication. D'aller voir le médecin, c'est déjà un effet placebo, on va déjà mieux. Mais ça dépend de la relation qu'on a au médecin. Est-ce que c'est la première fois qu'on le voit? Est-ce qu'on le connaît depuis longtemps? Est-ce que nos parents déjà se soignaient chez lui ou pas? Est-ce qu'on vient parce qu'on est recommandé par quelqu'un qui nous a dit « Waouh, il est génial ce médecin ». Bon, on arrive déjà avec... on est déjà à moitié soigné, juste d'être dans la salle d'attente, on va mieux. Alors que si on a trouvé par hasard sur internet, c'est celui qui est à côté, mais on sait pas, ou on a lu des avis sur internet et c'était pas bon. On arrive un peu à reculons, mais c'est le seul qui est disponible. Ou on se dit justement c'est louche. Hein, voilà, une autre croyance. Un médecin qui a de la place, ça doit pas être un bon médecin. C'est une croyance. Hein, vous voyez, plein d'exemples comme ça dans la vie de tous les jours. Donc si on arrive à peu à reculons, le médecin a beau être génial, il va nous dire les bonnes choses, il va trouver les bons symptômes et il va nous soigner de la bonne manière. Nous, on va pas être réceptifs. Donc ça va pas se passer de la même manière. Donc tout est croyance, et donc cette nous dit la même chose. Si vous voulez percevoir la réalité au-delà de ce que vous en percevez par vos 5 sens physiques au quotidien, vous devez déjà être persuadé, ou rechercher en tout cas, être dans une recherche. Si vous êtes persuadé que ça n'existe pas, tout dans votre vie vous démontrera que ça n'existe pas. Si vous êtes dans la recherche, il y a déjà beaucoup plus de chances que vous voyez des petits éléments intuitifs qui vous montrent qu'il y a plus que ce que l'on perçoit de la vie. C'était la phrase juste de la fin de séance précédente. Toutes sortes de signes et d'indices sont d'ailleurs disponibles pour entrer en relation. Et donc on était dans cette proposition de 7, c'est pour ça que je fais le lien, c'est le même paragraphe, vraiment. Vous pouvez accéder à toute la connaissance de votre personnalité multidimensionnelle. Cette notion d'entité multidimensionnelle, j'en parlais il y a quelques séances, donc
je peux pas tout redire à ce moment-là. C'est juste, on va dire, notre grand moi, notre moi profond, celui qui a accès à tout et donc qui fait le lien aussi avec toutes nos différentes vies. Donc il a multidimension puisque on a accès aux différentes étapes dans nos vies, mais il y a aussi des mondes parallèles à côté, il y a d'autres réalités. Il a accès à tout ça en même temps. Pour lui, c'est la même histoire. Il n'y a pas plus de réalité là dans moi, ce que je suis en train de vivre, qu'une autre réalité. Ce matin, je me suis levé et j'ai pas eu envie de faire de séance de guidage, par exemple. C'est une autre réalité qui existe, qui a la même validité que celle-là dans laquelle moi je considère être en train de faire un guidage de lecture. Mais finalement, c'est une variante parmi des dizaines, peut-être des centaines, j'en sais rien. Enfin, voilà, chaque jour, il y a des petites branches comme ça qui s'articulent. Et on aurait accès, donc, à toutes ces informations-là. Mais autant faut-il d'abord, au départ, vouloir les percevoir. Et d'ailleurs, il commence la phrase suivante en disant « Quand vous le comprenez », et il a demandé à Robert de souligner « quand ». Quand vous le comprenez, cette connaissance, donc vous voyez, il y a quelque chose d'intellectuel. Il utilise le terme de comprendre. Il faut déjà valider intellectuellement que l'on peut avoir accès à d'autres éléments dans nos vies que ce qui est directement palpable par nos 5 sens physiques habituels. Et quand vous le comprenez, cette connaissance vous permet de faire face de manière plus rapide, selon vos termes. Seth aime bien rajouter souvent cette petite phrase-là, pour dire d'après ce que vous comprenez aujourd'hui de la réalité physique. Car vous n'avez pas accès à la connaissance complète tant que vous êtes limité. Donc selon vos termes. Cette connaissance, dit-il, vous permet de faire face de manière plus rapide aux problèmes et aux défis que vous avez mis en place de manière inconsciente dans votre grand moi interne ou votre personnalité multidimensionnelle. Point virgule, elle ouvre également des zones de créativité plus vastes qui enrichissent la pièce ou la production toute entière. Donc une phrase un petit peu longue à rallonge. On va reprendre un petit peu de temps pour revoir ça. Les éléments qui m'intéressent dans cette phrase, c'est qu'au début, il y a déjà effectivement quelque chose de l'ordre de la compréhension, et Seth expliquait dès le début de son livre, il faut que vous compreniez certains éléments, intellectuellement, et ensuite, il y a une partie qu'on ne peut plus comprendre, qu'on doit laisser venir, qui est de l'ordre de l'intuition, etc. Toujours ce côté impalpable. Les rêves vous apportent des informations, c'est tout aussi tangible que ce que vous considérez être votre réalité quand vous êtes réveillé. Donc il faut déjà comprendre que nous avons accès à toute la connaissance de notre personnalité multidimensionnelle. Effectivement, ça n'y vient pas de soi. Et quand ça commence à se mettre en place, petit à petit, la connaissance qu'on peut obtenir par les rêves, l'intuition, la méditation, la créativité, toutes les manières indirectes, intuitives, internes, et bien à ce moment-là, ça nous permet de faire face, d'aller plus facilement dans ce mouvement donc, de ce qu'on expérimente dans la vie, de manière plus rapide, donc les événements qui se mettent en place dans nos vies, ou nos réactions en tout cas, on va plus rapidement vers les défis qu'on s'était mis en place. Fin de séance dernière, on avait parlé de ces défis-là. Notre moi interne nous met en place des défis, enfin se met en place, puisque nous sommes ce moi interne, nous sommes une partie de lui, donc nous sommes lui. Surtout que ça vient de dire, nous avons accès à toutes les informations. Moi, je ne suis que une petite partie de ce moi interne, mais j'ai accès, parce que c'est moi. C'est quand même malgré tout moi. Ça, c'est vraiment compliqué, je le répéterai jamais assez. Je suis ce moi interne. Une variante qui expérimente une manière particulière de vie. Mais je suis malgré tout ce moi interne.
Donc je me suis mis en place des défis, et je suis en train de les résoudre, d'essayer de les résoudre, sans même savoir que c'est moi qui me suis fait ces défis en place. Eh bien, de me reconnecter à mon moi interne me permet d'aller plus vite vers ces épreuves qui sont jalonnées sur mon parcours, qui sont faites pour me faire grandir. En tout cas, me faire poser des questions. Au départ, c'est ça. Comment on y réagit ? Ça nous interroge parce que justement, on peut avoir des événements, des éléments dans nos vies qui sont à l'encontre de nos croyances limitantes dont je parlais en début de séance. Et du coup, on se dit, waouh, je suis en train d'expérimenter quelque chose. Là, je vois, c'est palpable, c'est tangible, c'est vraiment dans ma vie, c'est inscrit. Et ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais de la vie. Donc, c'est souvent ce décalage-là entre ce qu'on vit et ce qu'on croyait de la vie qui nous crée des gros moments de doute, des remises en question, et qui nous permettent d'avancer, d'évoluer, de la créativité dont parle Seth depuis le début du livre, de déployer notre conscience, peut-être en se rapprochant de ce qu'est la réalité globale, d'avoir ces éléments de compréhension plus fins, finalement, sur ce qu'est réellement la réalité. Même si ça recrée une autre croyance. Nous avons besoin de nos croyances, ça aussi c'est important de le dire et de le rappeler. Nous avons besoin de croyances pour fonctionner dans le monde. Mais plus on prend conscience que ce ne sont que des croyances, donc quelque part que on peut se remettre en question plus facilement, on doute, on est capable de changer de croyance, parce qu'on sait que c'est une règle que je croyais valide à un moment donné dans ma vie. Mais elle n'a de réalité que dans un contexte donné, cette croyance-là. Donc, dès que quelque chose dans ma vie change et que je ne suis plus confortable par rapport à ce que je croyais, je change plus facilement de croyance et je me réoriente vers quelque chose qui me semble plus fiable dans le moment présent que je suis en train de vivre. Et ça, c'est ça qui évite de souffrir dans la vie, tout simplement, d'avoir ces désagréments, ce décalage, tout le temps en disant mais non, mais ça devrait pas être comme ça. Donc, d'avoir cette capacité de passer d'une croyance à l'autre, c'est une sorte de fluidité, de souplesse intellectuelle qui nous permet, je pense, ça rejoint ce que c'est en train de dire, d'aller effectivement plus rapidement dans cette évolution que notre conscience expérimente à travers notre vie, c'est-à-dire de résoudre les problèmes et les défis que nous avons mis en place. Et si on a une souplesse intellectuelle, on a une souplesse pour s'adapter, pour mieux comprendre, pour mieux évoluer, et peut-être pour aller vers un nouveau défi, éventuellement. Cette connaissance, dit-il dans la seconde partie de la phrase, elle ouvre des zones de créativité plus larges, plus vastes. Enfin, le mot exact, plus vaste. De s'autoriser à rêver et à écouter ses intuitions, quelque part, nous permet justement de nous laisser toucher par ses rêves ou ses intuitions, par essayer de transformer une intuition en réalité. Autrement dit, de concrètement mettre en place des événements dans nos vies, des actions, je vais faire telle chose parce que c'est intuitif. Je vous donne un exemple là, qui me vient parce que là on est en train de préparer une vidéo qui va expliquer nos motivations sur justement la mise en place de cette chaîne YouTube. D'où ça vient, pourquoi on veut faire ça, pourquoi je fais des guidages de lecture. Et à cette occasion-là, nous parlons de Socrate qui avait ce qu'on appelle considérait qu'il avait un daimon, donc un esprit, une entité qui lui soufflait les bonnes réponses. Donc il recevait, quelque part, c'est une manière d'illustrer cette intuition dans nos vies.
Et un jour, comme ça, il était avec ses sortes de disciples, enfin des gens qui le suivaient, je sais pas exactement comment on appelle ça. Et il y avait 2 chemins à prendre pour aller là où il se rendait. Et il a eu l'intuition tout d'un coup qu'il fallait pas prendre le chemin habituel le plus court. Et donc il a dit moi je vais passer par tel endroit. Et les autres ont dit non, pourquoi? C'est beaucoup plus long, il n'y a pas de raison. Est-ce que tu peux nous dire? Non, c'est mon intuition, c'est mon petit démon personnel qui me dit que aujourd'hui je vais passer par là. Et donc il est arrivé effectivement peut-être un peu après les autres, et encore, pas forcément, puisque les autres ils ont pris donc le chemin habituel, et il y avait un troupeau de cochons qui bloquait le passage, et pour passer finalement, ils se sont retrouvés couverts de boue, parce qu'ils étaient obligés de se frotter aux cochons pour passer. Donc lui il est arrivé tout propre, et les autres sont arrivés, donc je sais plus, avant, après, peu importe, mais en tout cas très sales. Et c'est ça dont tu es en train de parler, Seth. C'est-à-dire que de faire confiance à nos intuitions, même si ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, notre mental va dire, mais pourquoi tu prends quelque chose qui est plus long? Tu veux passer par un chemin beaucoup plus long. Tous les jours, tu passes par tel chemin. Aujourd'hui, tu veux passer par tel chemin. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est le mental qui parle. Le mental, il fait des choses logiques. Et la science, elle va parler de ça. Il est cohérent et statistiquement fiable de passer par ce chemin-là que l'on connaît. Ça, c'est la science qui répond à ça. Moi, je suis ingénieur, donc je peux vous dire qu'on peut calculer les statistiques, les probabilités, plein de choses. Bon, on va nous dire le plus efficace, à 99%, on peut faire des stats, vous sortir des chiffres, ça fait scientifique, ça fait sérieux. Il faut passer par là. Sauf que ce jour-là, particulièrement, pour une raison qu'on ne perçoit pas, le troupeau de cochons n'était pas visible au moment où on prend la décision, mais l'information est présente. Et si on est ouvert à cet instinct, à ce message, car l'information est présente, il y a bien un troupeau de cochons qui va bloquer le chemin. Ce n'est pas visible, mais il y a cette télépathie, il y a une circulation d'informations. Le film Lucie montre ça à sa manière, donc on voit des flux d'informations comme ça qui circulent, et puis elle peut lire, je crois, toutes les conversations téléphoniques, elle y a accès, donc elle zoome, elle va en chercher un, elle l'écoute. C'est-à-dire que, c'est une façon d'illustrer, de manière, dans un film, que toute l'information est disponible, tout autour de nous, même ce qui est au-delà de nos sens physiques. C'est ce qu'on appelle la clairvoyance. La perception au-delà de nos sens physiques. Je peux entendre à distance, je peux voir à distance, sentir, goûter, toucher. Au-delà de mes sens physiques. Et ça fait partie des tests qu'ont fait Jen et Robert au début pour tester les capacités de Seth. De tester qu'il avait bien des capacités de clairvoyance. Et Jen, petit à petit aussi, a cherché à développer, elle, ses propres compétences. Il y a elle, son parcours et ses capacités à elle, propres. Et puis il y a les capacités de Seth quand elle parlait pour lui. Donc c'était deux éléments différents. Mais finalement, Jen travaille aussi de son côté et cherche à développer sa créativité. Robert aussi, à travers la peinture notamment. Donc chacun peut, et je pense que c'est une bonne idée d'essayer de laisser libre cours donc dans une partie de sa vie à une sorte de créativité, d'intuition, de lâcher prise. Pour ma part, c'est ce que je suis en train de faire là. Dans un guidage de lecture, je ne prépare rien. Donc c'est complètement contraire à ce que j'ai appris toute ma vie en tant qu'ingénieur, où il fallait au contraire se rationaliser, vérifier, aller chercher des études, préparer, écrire des documents, faire des présentations PowerPoint avec des vidéos avec un plan. Tout était préparé. Là, j'apprends à travers ces guidages, donc c'est une expérimentation particulière pour moi. Je découvre au fur et à mesure, je me souviens un peu, je les ai lus tellement de fois que je me souviens, mais qu'est-ce que je vais en dire avant de commencer la séance?
J'ai pas de plan, j'ai rien de prévu. J'arrive avec le livre, les passages que j'ai soulignés, et c'est tout. Et je vous invite vraiment à faire ça. Hein. Seth nous dit que d'avoir juste cette conscience de « je suis plus que ce que je perçois », et donc il y a des messages qui peuvent me venir, eh bien faites-vous confiance. Mettez de la place pour de la créativité et de passer à l'action, comme Socrate qui a changé de chemin à l'inverse de les personnes avec qui il était. Comme moi, voilà, j'essaie de faire en temps réel quelque chose. Il n'y a pas de coupure, c'est une vidéo brute, hein, le format le plus simple possible. J'espère pouvoir bientôt les faire en streaming, en direct, donc ce sera encore plus... Il n'y a pas de filet, voilà, on y va comme ça. Et de se faire confiance, de faire confiance à cette intuition, d'être cette part en nous. En yoga, on parle de lâcher prise, hein, de laisser faire quelque chose, de sentir que notre corps a une certaine intelligence qui lui est propre, et il sait comment faire certains mouvements. Eh bien, tous ces éléments-là vont dans le même sens de s'écouter, mais quelque chose de plus interne. Hein. Donc, on se connecte avec, oui, notre moi interne, tout simplement. Et cette là, il dit comme c'est intéressant, ça ouvre des zones de créativité. C'est-à-dire, plus on va dans la créativité, plus ça ouvre des zones de créativité. Mais les artistes le savent très bien. Plus ils sont dans leur... plus il y a une part importante dans leur vie, de leur art, plus ils sont dans cette spontanéité. Alors ils peuvent avoir des périodes, hein. Picasso, il y a eu des périodes, il a expérimenté certaines choses, c'était une part de créativité, il voulait aller au bout d'une émotion particulière, d'une couleur particulière, de quelque chose. Hein. Donc on peut pendant 6 mois, 1 an, expérimenter quelque chose. Un acteur, il va faire que des comédies pendant 5 ans, 10 ans. Puis après il va faire, je vais faire un film, ça va être un drame, un policier, autre chose. Là, en musique, on va jouer que du classique pendant un moment donné, puis après, je vais aller plus... justement, plus je maîtrise l'instrument, plus je peux me permettre de jouer, qu'on s'appelle en jazz, de manière spontanée, sans partition, comme au théâtre, l'improvisation, voilà, l'improvisation. Improviser, c'est juste laisser la part à son moi interne. Ça ne passe quasiment plus par le cerveau. C'est quelque chose qui se met en place et qui nous dépasse. Et plus on le fait, plus ça nous ouvre de nouvelles zones, plus vastes de créativité. Seth dit que ces éléments-là enrichissent la pièce, notre pièce de théâtre, notre pièce de vie, ou la production tout entière. Là, je pense que la production tout entière, ça veut dire nos autres vies, ou l'humanité. Il parlait dans les dernières pages de la relation qu'on a. Notre vie, c'est une grande coopération avec toutes les personnes qui croisent notre vie. Peut-être même un peu plus d'ailleurs, puisque dans les rêves, on peut visiblement se connecter à des personnes qu'on ne connaît pas dans la vie réelle. La vie réelle. Hein, vous voyez comment je dis ? La vie éveillée, notre vie qu'on croit réelle. Nous participons à notre échelle à ce grand courant, à cette période d'histoire. À notre manière, chacun à notre manière. En même temps, je suis en train de régler, moi, les questions que je voulais aborder sous un certain angle. J'aime pas tellement parler de problèmes, là. C'est vrai que Seth parlait de régler les problèmes et les défis que vous avez mis en place. Un défi à la rigueur, parce que ça laisse supposer, dit comme ça, j'espère que c'est juste une simplification que fait Seth. Quand il nous parle, il est obligé de simplifier, donc de déformer
lui ce qu'il voudrait réellement dire, mais il n'y a pas de mots pour le dire. Donc pour nous expliquer la réalité, il est obligé de simplifier, donc de déformer. Donc des fois, il y a des phrases, si on les prend mot pour mot, strictement, elles ne sont pas exactement vraies. Et là, qu'il utilise le mot de problème, ça laisse supposer qu'on est obligé de vivre des problèmes dans la vie pour évoluer. Moi, j'ai longtemps eu cette croyance-là. Et je connais beaucoup de personnes, y compris dans la spiritualité, justement, qui disent « mais c'est normal, je suis en train de vivre une période de maladie, je suis en train de vivre un gros problème dans ma vie, mais c'est normal, c'est la vie spirituelle, il faut passer par là. » Je suis moins sûr qu'à une époque donnée, qu'il faille être bousculé par la vie, de manière des fois très grave, pour réagir. Moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est plutôt que on va passer par différents événements, que le bien, le mal n'existe pas au niveau 2, au niveau supérieur, que c'est juste des événements, et que c'est la manière dont nous on les vit qui vont faire effectivement que on les voit comme des problèmes ou comme des solutions. Donc on rejoint la notion de croyance. Être malade, avoir une maladie chronique, est-ce que c'est normal, je dois passer par là pour évoluer? Oui, c'est une façon de le présenter, mais par exemple, tout le monde n'est pas obligé d'être malade pour évoluer dans sa vie spirituelle. On peut avancer à son niveau dans la spiritualité, dans avoir une certaine relation à une réalité qui n'est pas palpable. C'est ce qui me vient comme définition aujourd'hui, sans forcément être passé par quelque chose de mortellement grave, ou quelque chose qui nous touche, qui nous remet en question sur la vie. Donc c'est peut-être la question de la mort qui est posée. D'affronter la mort nous fait reposer des questions sur la vie. Ce n'est pas, à mon avis, le chemin obligatoire. Je redis peut-être parce que je suis très clair. Pour évoluer spirituellement dans la vie, nous ne sommes pas obligés de passer par des étapes qui remettent en question notre vie jusqu'à nous confronter à la mort. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et c'est un petit peu ce qu'on peut comprendre quand ça dit ça vous permet d'affronter des problèmes, de faire face à des problèmes. Moi je dirais, ça nous permet d'aborder à notre manière les événements que nous avons programmés. Et la manière dont on les vit va être un révélateur sur nos croyances. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, je le vis mal alors que quelqu'un d'autre va le vivre bien? Ça démontre vraiment que c'est une croyance. Et donc c'est à moi de voir est-ce que je vis bien, quel que soit l'événement que je rencontre. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans la vie. Et si je vois la vie comme une succession de problèmes à régler, c'est pour moi une croyance, et ça démontrerait que je suis en train de voir la vie comme étant quelque chose de compliqué, de dur. C'est une succession de difficultés. Et quelque part, la spiritualité, je peux la vivre comme étant le fait de réussir à passer chacune des problèmes que je vis. Donc, je vais créer d'autres problèmes parce que je considère que c'est bien pour mon développement personnel. Ma spiritualité, quelque part, ça peut être une croyance, ne peut évoluer, grandir, que parce que je vais souffrir dans la vie, parce que je vais rencontrer des choses compliquées. Donc je crée des choses compliquées pour me conforter dans le fait que c'est super, je suis en train de grandir, mais j'en souffre. Voilà, j'espère que c'est clair du coup ce lien-là. On peut très bien se dire l'inverse, ou une version en tout cas différente. La vie est belle, je le sais parce que je vois qu'il existe d'autres choses dans la vie que ce qui est palpable autour de moi. Et parce que je suis dans ce chemin spirituel, eh bien, j'accueille plus volontiers
tous les événements, que l'on puisse les considérer comme bons ou moins bons, ce sont juste des événements. Et je les traverse le plus sereinement possible, car de toute façon, tout change. Et si je dois en mourir, c'était la mort que j'avais prévue, c'était le chemin. Juste, j'essaie de continuer à rester ouvert à ce qui m'arrive. C'est une expérience, c'est un événement qui me fait bouger, donc ça me permet de éventuellement changer mes croyances. Au lieu de me confronter en me disant, voilà, ça conforte l'idée que, voilà, tu vois, je suis malade, c'est normal, je suis sur mon chemin spirituel, donc je dois souffrir pour grandir. Ok, c'est une façon de voir la vie. Si j'en arrive à me dire, je suis malade, mais ça va passer, ou si ça passe pas et que ça m'amène à mourir, eh bien c'est un passage vers autre chose. Je sais plus qui disait, ah non, c'est dans un film, c'est dans Le Guerrier Pacifique, où celui que le jeune appelle Socrate dit, la mort, c'est le même passage que l'adolescence. Un peu plus radical, ou je sais plus le mot qu'il utilise. C'est un peu plus radical, mais c'est rien d'autre, c'est une transition. Donc si je suis vraiment dans cette croyance, et c'en est une, que la vie est belle et douce et que la mort est juste un passage, bien je l'accueille comme étant un passage. J'ai fait mon adolescence, c'était compliqué, c'était bouleversant, c'était des fois dur, émotionnellement très très fort. Bon la mort, c'est ça, un peu plus radical, mais c'est un autre passage. Et Seth par contre disait, la naissance occasionne en général un choc bien plus violent que la mort. Si je suis là en train de vous en parler, j'ai déjà vécu ma naissance, donc j'ai fait le plus dur. Toute notre vie nous aide, je pense, en synthèse, à comprendre quelles sont nos croyances et à nous aider à ne pas nous attacher sur ces croyances-là. À essayer justement de se dire, dès que ça devient quelque chose où on souffre, pourquoi je souffre? Quelle est la croyance qui me fait souffrir? Car ce n'est pas l'événement qui me fait souffrir, c'est la vision que j'ai de l'événement. Donc c'est la croyance que j'ai d'un événement qui m'apporte l'inconfort, qui m'apporte la souffrance. Donc dès que je souffre, pourquoi je souffre? Et quelle est la croyance qui est derrière qui me fait souffrir? Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour changer de croyance? Nous arrivons à la fin du paragraphe, ça fait à peu près le temps que je m'étais accordé pour ce début de séance. Je vais donc faire une petite pause. Ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu si ça vous intéresse à ce sujet-là et on se revoit tout de suite après, dans quelques minutes.